sommaire de cette édition, l'opposant tchadien Saleh Kebzabo, qui considère que son appel au boycott du scrutin de l'élection présidentielle a été suivi, a affirmé que les Tchadiens n'ont pas élu Déby. Une nouvelle équipe gouvernementale constituée de personnalités toutes acquises au président Félix Tshisekedi a été dévoilée ce lundi en République démocratique du Congo. Elle compte 57 membres, dont 14 femmes. Et puis les députés somaliens ont voté ce lundi la prolongation de 2 ans du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed. Et ce, après des mois d'impasse sur la tenue d'élections dans le pays. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. Le Tchad compilait ce lundi les résultats de l'élection présidentielle et ce, au lendemain d'un scrutin dont semble s'être désintéressé une bonne partie de la population convaincue de la victoire déjà écrite du sortant Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 30 ans. Le dépouillement et le décompte des bulletins sont terminés dans les bureaux de vote. Mais les résultats provisoires ne seront connus que le 25 avril en raison des longs délais de compilation et d'acheminement des chiffres. Aucun chiffre n'est connu dans l'immédiat, notamment celui de la participation des quelques 7,3 millions d'électeurs sur 15 millions d'habitants, véritable enjeu de ce scrutin. Mais une bonne partie de la population semble s'être désintéressée de cette élection, convaincue de la victoire déjà écrite du sortant Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 30 ans. Le résultat, c'est dans la main de Dieu. Maintenant, nous, on ne sait pas. C'est Dieu qui va planifier. Les élections qui viennent de passer, ça a été vraiment d'une manière pas vraiment légale. Je peux le dire parce que la CENI n'a pas vraiment assuré légalement son rôle. Mais une bonne partie de la population, la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme, une organisation nationale qui a observé la présidentielle, dit avoir constaté des irrégularités. Mais elles ne sont pas de nature à discréditer le scrutin du 11 avril. L'opposant tchadien historique Saleh Kebzabo considère que son appel au boycott du scrutin de l'élection présidentielle a été suivi. Il a affirmé que les Tchadiens n'ont pas élu Idriss Déby Itno. On le suit. Nous avons obtenu ce qu'on voulait. Les Tchadiens n'ont pas voté. Les Tchadiens n'ont pas élu Déby. Il en fera ce qu'il voudra. Nous savons quels sont les résultats réels. Nous savons que le peuple tchadien l'a unanimement rejeté. N'oublions pas qu'il y a 5 ans déjà, il avait perdu l'élection. Tous les Tchadiens le savent. Il a fait un coup d'État électoral, il est resté au pouvoir. Cette fois-ci encore, par un jeu de circonstances, il va, entre guillemets, gagner l'élection, s'octroyer peut-être un mandat de 6 ans, dont je pense que c'est un mandat de trop, et dont je pense par ailleurs qu'il ne pourra pas l'exercer en toute quiétude. Si on croit que l'élection est finie, l'élection présidentielle est finie et qu'on va se croiser les bras, on se trompe. Et si Déby en particulier le pense, il se trompe. Nous allons continuer le combat que nous avons commencé depuis quelques mois maintenant. Allons cette fois-ci en République démocratique du Congo où une nouvelle équipe gouvernementale constituée de personnalités toutes acquises au président Félix Tshisekedi a été dévoilée ce lundi. C'est ce que l'on a appris de sources officielles. Représentativité féminine, 27%. Moyenne d'âge, 47 ans. Nouvelle figure, 80%. Les priorités sont la sécurité, la santé, l'enseignement, la justice, l'agriculture, la pêche et l'élevage, économie, processus électoral, infrastructure numérique. A résumé le nouveau Premier ministre nommé il y a quelques semaines, Jean-Michel Sama Lukonde. En plus du Premier ministre, ce nouveau gouvernement, baptisé gouvernement de l'Union sacrée de la nation, compte 57 membres, dont 14 femmes. Ce nouveau gouvernement est nommé 4 mois après la rupture de la coalition du président Tshisekedi avec son prédécesseur Joseph Kabila. Il s'appuie sur une majorité d'union sacrée de la nation obtenue par les partisans du président Tshisekedi qui ont renversé la précédente majorité pour Kabila dans les 2 chambres.
Des proches des anciens opposants Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba occupent des postes stratégiques. C'est le cas d'Ève Bazaïba, secrétaire général du Mouvement de libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba, qui est nommé ministre de l'Environnement avec rang de vice-premier ministre. Christophe Lutundula, un partisan de Katumbi, a été nommé au ministère des Affaires étrangères. Christian Mwando, un autre lieutenant de l'ancien gouverneur de Katanga, a pris le ministère du Plan. Le ministre de la Défense est un général médecin à la retraite, Gilbert Kabanda, proche du président Tshisekedi, et celui de l'Intérieur est Daniel Assero Okito, secrétaire général adjoint de l'UDPS, le parti présidentiel. La précédente équipe, dirigée par Sylvestre Ilunga Ilungaba, comptait 47 ministres pro-Kabila et 23 pro-Tshisekedi. Les portefeuilles étaient répartis à 83% d'hommes et 17% de femmes. La taille du gouvernement a été réduite, la participation de la femme et de la jeunesse ont été prises en compte. Les principes de représentativité et d'inclusivité ont été respectés, a déclaré Sama Lukonde lors de l'annonce de la nomination de son gouvernement. Les députés somaliens ont voté ce lundi la prolongation de 2 ans du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed. Ce vote intervient après des mois d'impasse sur la tenue d'élections dans ce pays en crise de la Corne de l'Afrique. La prorogation du mandat présidentiel adopté par les députés somaliens est immédiatement déclarée inconstitutionnelle par le président de la Chambre haute, le Sénat, qui doit approuver ce projet de loi. Le projet qui prolonge jusqu'en 2023 le mandat de Farmajo ouvre la voie à une élection sur le mode « une personne, une voix ». Cette même année, le premier scrutin au suffrage universel direct depuis 1969. À l'occasion de ce vote, le président a déclaré que le projet de loi avait été introduit après les tentatives des États régionaux de saboter les efforts précédents pour organiser une élection. Le vote a été immédiatement condamné par plusieurs sénateurs de la Chambre haute. Selon le président du Sénat, Abdi Hachi Abdoulaye, il entraînera le pays vers l'instabilité politique, l'insécurité et d'autres situations imprévisibles. Déjà théâtre de la guerre avec les islamistes Shebab, la Somalie est en crise constitutionnelle depuis que le mandat du président Abdoulaye Mohamed, plus connu sous le nom de Farmajo, a pris fin en février. Le président et les dirigeants des 5 États fédéraux semi-autonomes de Somalie avaient conclu un accord en septembre qui ouvrait la voie à des élections parlementaires et présidentielles indirectes fin 2020 et début 2021. Mais cet accord s'est effondré après des désaccords sur l'organisation du scrutin et les nombreux pourparlers n'ont pas permis de sortir de l'impasse entre Mogadiscio et ses États régionaux. La Somalie n'a pas eu de gouvernement central efficace depuis l'effondrement du régime militaire de Siad Barre en 1991, qui a entraîné des décennies de guerre civile et d'anarchie alimentées par des conflits entre clans. Le pays est également toujours aux prises avec le groupe militant islamiste Al-Shebab, lié à Al-Qaïda, qui a contrôlé la capitale jusqu'en 2011, avant d'en être chassé par les troupes de l'Union africaine. Les Shebab conservent certaines portions du territoire et mènent régulièrement des attaques contre des cibles gouvernementales, militaires et civiles à Mogadiscio et dans les villes régionales. Hors du continent africain, l'opposant russe Alexei Navalny, en grève de la faim dans son pénitencier depuis le 31 mars dernier, est menacé d'être alimenté de force. C'est du moins ce qu'il a annoncé sur son compte Twitter officiel ce lundi. Depuis le début de sa grève de la faim, Navalny a perdu 8 kilos selon les écrits sur son compte Twitter. Au regard du sérieux de la grève de faim, l'administration carcérale le menace quotidiennement de l'alimenter de force, poursuit-il. L'alimentation de force d'un prisonnier en Russie est autorisée par la loi et peut se faire oralement, par voie rectale ou par intubation. Un tel traitement est considéré par des militants des droits humains comme une forme de torture. Alexei Navalny, incarcéré pour 2 ans et demi en raison d'une sombre affaire de fraude largement vue comme un prétexte pour l'emprisonner malgré les dénégations du Kremlin, a cessé de se nourrir pour dénoncer les conditions de sa détention dans la colonie carcérale de Pokrov, à une centaine de kilomètres de Moscou. Il accuse les autorités de lui refuser des traitements médicaux adéquats pour des problèmes de dos qui le font souffrir et gênent le fonctionnement de ses mains et de ses jambes. Selon ses avocats, il a une double hernie discale. En outre, l'opposant dit être torturé par privation de sommeil, ses geôliers le réveillant toutes les heures pendant la nuit.
Les autorités russes ont pour leur part rejeté toutes les accusations de Navalny, estimant qu'il bénéficiait de toute l'attention médicale dont il avait besoin. Il n'a toujours pas accès à un médecin, a quant à lui assuré son compte Twitter officiel lundi. Le plus célèbre détracteur du Kremlin a survécu l'été dernier à un empoisonnement par un agent neurotoxique mis au point par l'armée soviétique. L'opposant accuse le président Vladimir Poutine et ses services de renseignement d'avoir voulu l'éliminer, ce que le pouvoir russe dément, refusant même jusqu'ici d'enquêter sur la tentative d'assassinat. Et puis, l'ex-dirigeante civile en Birmanie, Aung San Suu Kyi, chassée du pouvoir par une junte militaire, a été visée ce lundi par de nouvelles poursuites. La rue, elle, continue de protester contre son arrestation et le coup d'État. Arrêtée le 1er février lors du coup d'État, celle qui dirigeait de facto le gouvernement n'a pas été vue en public depuis et est assignée à résidence dans la capitale. L'ex-dirigeante, âgée de 75 ans, prix Nobel de la paix 1991, est poursuivie dans une série de procédures pénales qui pourraient l'empêcher d'exercer de nouveau le pouvoir. Aung San Suu Kyi was charged further. Aung San Suu Kyi a été inculpée d'un autre délit qui relève de la même loi, du même article et de la même section 25 de la loi sur la gestion des catastrophes nationales, mais il s'agit d'une nouvelle affaire et le plaignant est Wu Yining, alias Utunui Ung. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude s'il s'agit d'un fonctionnaire, d'un ministère ou d'un civil. La procédure la plus sérieuse qui pèse sur elle est celle lancée le 25 mars qui l'accuse d'avoir violé la loi sur les secrets d'État datant de l'époque coloniale. Elle est en outre poursuivie pour avoir illégalement importé des talkie-walkies et pour incitation aux troubles publics. Elle est aussi accusée d'avoir perçu plus d'1 million de dollars et 11 kilos d'or de pots de vin, mais elle n'a pas encore été inculpée de corruption. Si elle était reconnue coupable, elle encourt de longues années de prison, risquant d'être bannie de la vie politique. Voilà qui va mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.